Aujourd'hui, en fait, on va essayer de voir, il y aura deux parties dans cette présentation. La première partie, je vais la présenter. La deuxième, ça va être mon collègue Jay. Lève la main, Jay. C'est bon. Donc, moi, je vais plus me focaliser sur quels sont les types de distractions au volant, et puis quels sont les impacts cognitifs de ces distractions, quels sont les mécanismes cognitifs qui sous-tendent l'activité de conduite. Et puis aussi, on va faire une troisième partie, étude de cas. On va essayer d'appliquer ces distractions dans la situation quasi réelle. La deuxième partie, c'est Jay qui va la présenter, et lui, il va plus s'attacher à essayer de citer des études scientifiques et de comprendre aussi comment on peut mesurer les distractions. Juste pour commencer, juste pour recadrer au niveau du sujet, nous, on va s'intéresser juste dans cette présentation aux distractions internes au véhicule, puisqu'il y a des distractions externes aussi. Et puis, on citera peut-être une petite définition qui dit qu'un conducteur est distrait lorsqu'il porte son attention sur une deuxième activité pendant la tâche de conduite. Il y a beaucoup de définitions, mais il y a une notion de tâche primaire et tâche secondaire, puis la distraction fait partie de la tâche secondaire. Donc au niveau des distractions, quel type de distraction on peut trouver au volant? Je vais m'asseoir, ça va être plus facile. Donc on peut ajuster par exemple les outils de contrôle dans le véhicule, on peut manipuler la radio pendant la conduite, augmenter le volume sonore, le baisser. On peut discuter avec un ou plusieurs passagers, boire, manger, se maquiller, se peigner, se raser, lire ou écrire. Puis après, il y a les nouvelles technologies que vous avez mentionnées avec c'est ça, discuter au téléphone, répondre, composer un numéro de téléphone. Il y a les nouvelles technologies aussi avec le GPS, le iPod, et puis aussi fumer, incontournable. Ok. Donc ici en fait... Des vraies affaires. Pardon? Des vraies choses. Des vraies choses de la vie réelle. Exactement. Donc ici en fait on a listé 10 distractions qui ont été présentées lors d'une étude américaine en 2003 comme étant les plus fréquemment vues. En fait cette étude a pris 70 participants et a fait 3 heures d'enregistrement vidéo par participant. Et on s'est rendu compte que la totalité ont ajusté des outils de contrôle durant la conduite, quasi la totalité ont manipulé la radio, augmenté le volume sonore, etc. Donc en fait, cette liste-là montre la fréquence d'utilisation. Ils ont aussi mentionné que la fréquence des distractions varie aussi si le véhicule est arrêté ou non. C'est-à-dire que, par exemple, à l'arrêt, les participants étaient plus enclins à lire ou à écrire, à manipuler des outils de contrôle, à atteindre des objets, à composer un numéro de téléphone, alors que sur la route, c'était plus manger, boire, plus des activités peut-être plus automatiques aussi, écouter de la musique, fumer, discuter avec les passagers. Donc ça, c'était une première analyse. Selon que le véhicule est arrêté ou non, on voit aussi que selon que le conducteur conduit avec une main sur le volant ou deux, il est plus amené à faire plusieurs choses. Et puis la troisième chose, c'est selon la variabilité environnementale. Et donc là, la variabilité environnementale, elle est fonction de 3 facteurs. D'une part, les variables intrinsèques au conducteur, donc l'expérience de conduite, l'âge, savoir son état de fatigue, est-ce qu'il respecte le code de la route, la vitesse, etc. Est-ce qu'il a connaissance des lieux, est-ce que c'est un trajet qu'il fait tout le temps ou non. Il y a des variables aussi internes au véhicule, c'est-à-dire la performance du moteur, la disposition aussi et la performance des éléments de bord, ça joue. Et puis les environnements rencontrés. Donc par exemple, la nature du trafic. Est-ce que c'est embouteillé? Est-ce que c'est fluide? La complexité de la scène routière, est-ce que c'est une zone urbaine, nationale? Est-ce qu'il y a des obstacles, des travaux sur la route? La visibilité aussi, est-ce que c'est la nuit, est-ce que c'est le jour, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait du brouillard? Donc ça, c'est des variables qui vont avoir un impact sur la tâche de conduite. Et si, en plus, on rajoute des distractions, ça complexifie toute la chose. Donc, le conducteur, en fait, doit continuellement prélever des informations sur la route, anticiper des comportements et en fonction de cette hétérogénéité de l'environnement, il va toujours garder son attention. Donc on se dit, au niveau attentionnel, c'est justement ce système-là qui est le principal, qui est utilisé au niveau dans la tâche de conduite et qu'on va étudier ici. Donc au niveau du système attentionnel, on dit aussi la mémoire de travail. Donc ça se divise en trois types d'attention. Il y a l'attention sélective qui est j'essaie de sélectionner durant ma conduite
des informations pertinentes. Et puis, en sélectionnant les informations pertinentes, je filtre celles qui le sont moins. Donc ça, c'est le traitement de l'information, comment je le fais. Je vais inhiber ou mettre en attente ces tâches secondaires qui peuvent être distractrices et qui peuvent prendre du temps aussi. Donc ça, c'est l'attention sélective. L'attention partagée, elle, c'est la capacité à gérer des multitâches, plusieurs tâches en même temps. Puis l'attention soutenue, c'est l'attention qui ne se relâche pas, je reste concentrée sur ma conduite. Donc le conducteur, en conduisant, traite de l'information, il la reçoit, il la sélectionne, il élabore une stratégie, et puis il prend une décision et il y répond. Donc tout ce processus-là est exigeant, puis au niveau de la capacité cognitive, elle est limitée, fait qu'il ne peut pas traiter toutes les informations. Donc il y a dans le traitement de l'information deux processus qui interviennent. On parle de processus automatique et de processus attentionnel contrôlé. Donc les processus automatiques, c'est des activités qu'on a appris, qui sont routinières, qui ne demandent pas de se concentrer, ça va être des processus rapides, qui peuvent s'exécuter en parallèle et qui sont précieux pour gérer efficacement des situations problématiques sous contrainte temporelle. Donc quand je conduis, je ne pense pas à si je dois, admettons une voiture manuelle, si je dois passer la première, puis passer la seconde, embrayer, etc. Tout se fait automatiquement. Ça, c'est ce qu'on appelle les processus automatisés, qu'on peut aussi appeler la mémoire procédurale. Et ensuite, il y a les processus attentionnels contrôlés, qui eux, en fait, sont des activités complexes ou nouvelles pour le conducteur. Donc, c'est des processus plus lents, séquentiels et qui demandent de se concentrer sur la tâche. Fait que là, au niveau de la distraction, ça va avoir un impact sur ces deux processus. Donc, un même stimuli peut donner lieu à un traitement soit automatique ou contrôlé selon le degré d'apprentissage. Et donc, on revient aussi à ces variables environnementales que je vous présentais tantôt, avec l'âge, l'expérience du conducteur, la vitesse à laquelle on conduit, etc. Donc, avec ce système attentionnel et ce traitement de l'information et les distractions qui arrivent là-dessus, on voit qu'il y a une multiplicité des tâches au volant. Déjà, la tâche était complexe dans un environnement multitâche, mais là, c'est des multitâches dans un environnement multitâche, fait que ça complexifie énormément la situation. Et l'idée, c'est que le cerveau doit gérer plusieurs tâches en même temps, fait qu'il y a une espèce de conflit entre les informations à prélever et les informations à traiter. La deuxième notion, c'est qu'il y a une capacité limitée des fonctions cognitives, je l'ai déjà dit, donc il y a un temps de détection qui varie considérablement selon la charge mentale. Donc plus la charge mentale augmente, plus on peut arriver à approcher les limites de capacité de traitement, voire de les dépasser, et c'est à ce moment-là qu'on va avoir les situations accidentogènes. Donc, si on prend la problématique des distractions, on voit qu'en fait, toute distraction engendre une rupture temporelle dans la prise d'information active de la scène routière. Donc, elle augmente le temps de réaction. Donc, si le conducteur est distrait au moment de l'apparition de l'obstacle de la route, le temps dont il dispose pour balayer la scène routière est considérablement raccourci, puisqu'il doit prélever l'information pertinente face au danger, il doit activer ses représentations en mémoire de travail, élaborer une stratégie pour voir ce qu'il peut faire, et puis produire une réaction motrice. Donc c'est en fait ce que font les distractions. Maintenant, on va essayer de voir avec ce système attentionnel